Well, good afternoon. Happy Open Education Week to everybody. Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne semaine de l'éducation ouverte Welcome to our OER Dynamic Coalition et webinar. bienvenue à ce webinaire de la Coalition dynamique pour les REL. It's fantastic to see all of you here today. As we gather to C'est celebrate très Open agréable de Education vous Week, voir ici aujourd'hui pour célébrer donc la semaine de l'éducation ouverte. we're diving into the exciting world of emerging technologies in Nous allons education. explorer le monde passionnant des technologies émergentes pour l'éducation. Notre principal objectif est de voir comment les IA génératives et la blockchain changent complètement le paysage de l'éducation. Nous avons un objectif simple pour ce webinaire. Nous souhaitons avoir une conversation ouverte sur ces technologies ainsi que les conséquences de ces technologies. Et j'aimerais maintenant vous présenter tout d'abord la coalition dynamique pour les REL. Cette coalition dynamique est un forum créé par l'UNESCO qui est dédié à soutenir les ressources éducatives libres dans le monde entier. L'objectif est de créer un espace de collaboration et de partage d'informations afin de pleinement mettre en œuvre la recommandation de 2019 de l'UNESCO sur les REL. Notre coalition rassemble de nombreuses parties prenantes. Cela inclut des éducateurs, des décideurs politiques, des chercheurs, mais aussi des responsables de plaidoyer qui ont tous un objectif unique, donner un accès équitable à des matériels pédagogiques de qualité pour tous. Si vous aimeriez nous rejoindre et rester connecté avec cette coalition, remplissez le formulaire qui sera mis en lien dans le chat. Nous serons heureux de travailler avec vous à l'avenir dans le cadre de cet événement. Et nous allons donc dès maintenant commencer à voir à quoi l'avenir de l'éducation va ressembler dans l'ère du numérique. Alors nous avons des présentateurs et intervenants très intéressants venant du monde universitaire, mais aussi du monde de la recherche. Et sans plus attendre, je vais vous présenter notre premier intervenant, Dr Aras Bozkurt, qui est professeur de l'éducation à distance à l'Université d'Anadolu en Turquie. Professeur Aras Bozkurt, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation sur la question de savoir que se passera-t-il si les REL sont co-créés par des IA génératives. Je pense que c'est un thème particulièrement intéressant pour la semaine de l'éducation ouverte. Alors j'aimerais tout d'abord me présenter. Je travaille sur l'éducation à distance au sein de l'Université d'Anadolu. Je travaille également avec un certain nombre de revues universitaires. Et j'aimerais dire que pour moi, le plus important, c'est de dire que je reste tout de même un apprenant et un rêveur. Ce sont deux rôles qui sont bien plus importants que mes autres rôles, je pense. Alors j'aimerais parler maintenant de nos travaux dans le contexte des IA génératives qui ont fait beaucoup de bruit, fait couler beaucoup d'encre et qui vont rester avec nous. Il s'agit de technologies qui peuvent écrire des histoires et répondre à des questions comme nous. L'IA utilise une technologie, le traitement automatique du langage naturel, pour créer des textes qui ressemblent à des textes créés par des humains et qui permettent de comprendre également notre langage. Donc pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien parce que ces technologies peuvent comprendre les langages humains, un des systèmes les plus complexes que nous ayons créés. Et la technologie ne sera pas là. La technologie peut repérer des idées et peut également avoir des éclairages que nous pourrions ne pas voir. De plus, cette technologie peut désapprendre et réapprendre tout comme nous. Donc la technologie s'améliore, comprend de mieux en mieux le contenu, crée de nouveaux contenus. Et nous allons voir comment cette technologie change complètement la nature des contenus que nous utilisons pour les REL. Certaines personnes disent que l'IA devient maintenant assez douée pour imiter les différentes langues humaines. Cependant, il est important de noter que cette technologie, pour le moment, n'est qu'un écho. La technologie ne comprend pas pleinement ce que nous disons. La technologie utilise en fait des pièces que l'on lui a données. Il s'agit d'un produit synthétique. Tout n'est pas créé de zéro comme nous le ferions.
Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que quand nous allons analyser les REL et les pratiques éducatives libres, eh bien, nous allons voir qu'il commence à y avoir des mélanges de contenus créés par les humains, qu'on pourrait appeler organiques, et des contenus synthétiques créés par les technologies. Cela pose des questions très importantes. Comment est-ce que l'on peut utiliser ces technologies de manière responsable et comment est-ce que l'on peut s'assurer de la qualité et du caractère authentique des contenus que nous utilisons pour l'apprentissage et l'enseignement? Avec cette avancée donc du mélange des différents types de ressources IA et humaines, eh bien, nous sommes vraiment à l'aune d'une grande révolution. Imaginez par exemple un monde où les éducateurs n'écrivent plus de manuels scolaires, mais écrivent en fait des amorces pour qu'une IA le fasse à la place. Et d'ailleurs, Wiley, en 2023, a parlé de cette idée en déclarant qu'il pourrait y avoir un grand changement, que l'éducation en fait pourrait devenir un dialogue grâce aux technologies plutôt qu'un monologue. De plus, ces technologies pourraient nous permettre d'avoir beaucoup plus de ressources bien plus accessibles. Cependant, il faut arriver à utiliser l'IA de manière intelligente et garder une touche humaine. Il faut voir que l'IA générative, cela va au-delà des technologies. Ce qui est important ici, c'est les partenariats. Comme l'IA peut parler notre langue, eh bien, il faut que nous réfléchissions plus avant aux contenus qui sont créés par les IA, tout comme les contenus qui sont créés par les humains. En fait, l'idée n'est pas tant de savoir qui crée l'information. Ce qui est important, c'est de savoir comment nous pouvons travailler ensemble pour avoir les meilleurs contenus possibles. Cet âge de la collaboration a beaucoup de potentiel, mais il faut voir qu'il faut être vigilant puisque l'IA va au-delà de simplement traiter des informations pour nous. L'IA crée maintenant des informations et cela fait que l'IA est en train de devenir co-autrice dans notre écosystème de connaissances. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Eh bien, cela veut dire que nous avons besoin de repenser ce que nous appelons la créativité, la propriété des ressources et la connaissance à l'âge du numérique. L'IA va devenir une partie intégrante de la façon dont nous apprenons et dont nous comprenons le monde, et cela crée de grandes questions quant à la paternité des contenus qui sont créés et des connaissances qui sont atteintes. Il faut voir que si l'IA peut créer des contenus absolument exceptionnels, eh bien, ces contenus, en fait, ne peuvent pas être revendiqués par qui que ce soit et ne peuvent donc pas être protégés. Et on pourrait penser que cela veut simplement dire que l'IA générative crée des contenus que tout le monde pourra utiliser de manière libre, mais les choses ne sont pas si simples. Et ici, il faut donc étudier cette question parce que nous aurions l'occasion d'avoir des ressources éducatives qui seraient gratuites pour l'éducation, les ressources éducatives libres et les pratiques éducatives libres. Parce qu'il faut tout de même se poser la question du fait que si seuls les humains peuvent détenir des créations, eh bien où va se trouver les travaux des IA dans ce cadre? Et s'il n'y a pas de possession, eh bien il faut s'intéresser aux différents débats qui vont se poser. Par exemple, qui aura la responsabilité des contenus créés? Et c'est pourquoi je pense que cette conversation ne fait que commencer et ce sont des points qui devront être analysés de manière prudente à l'avenir. La question que nous nous posons tous est donc la suivante. Est-ce que l'IA générative peut être vue comme co-autrice? C'est un sujet brûlant. En effet, certains disent oui, l'IA est co-autrice pour ses contributions, mais d'autres disent qu'une technologie qui n'est pas consciente de ce qu'elle fait, ne peut pas être considérée comme auteur. Le consensus est que l'IA ne devrait pas être considérée co-autrice. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec la paternité d'une œuvre, il y a des responsabilités. La redevabilité pour ce qui a été écrit, la capacité de soutenir ses propres travaux. L'IA ne peut pas être tenue responsable de ses travaux, l'IA ne peut pas participer aux débats intellectuels qui suivent la publication. Donc, si l'IA peut complètement changer la façon dont on crée des ressources, il y a un vrai débat sur son rôle, sur les questions de paternité, et il est important de créer des orientations afin de reconnaître les efforts humains qui ont été faits pour la création et avoir des principes de redevabilité.
L'intégrité universitaire est la colonne vertébrale de la recherche universitaire et se fonde sur 6 valeurs: l'honnêteté, la confiance, l'équité, le respect, la responsabilité et le courage. C'est ce qui permet de faire en sorte que le monde universitaire reste éthique et digne de confiance. Mais ici, il faut noter une chose. En rajoutant l'IA dans ce monde, eh bien, il y a un certain nombre de défis qui vont se présenter concernant ces principes. L'IA peut être un outil très intéressant, mais peut aussi un outil qui permet de simplement prendre des raccourcis. Et donc, il faut faire très attention aux utilisations éthiques de cette technologie. Comment le faire? Eh bien, ma suggestion, c'est d'être le plus transparent possible sur le rôle des IA dans nos travaux. La transparence est essentielle. Que ce soit quand on réfléchit à des idées, quand on écrit, quand on analyse, il faut être très clair sur le moment où nous utilisons ou non l'IA. Et cela va au-delà d'une question d'honnêteté. L'objectif est de s'assurer que nos travaux restent originaux, restent dignes de confiance. Et pour réagir à ces questions, j'ai proposé un cadre d'intégrité et de transparence universitaire dans le cadre de la recherche assistée par l'IA, donc dans le cadre de la recherche universitaire, afin de maintenir l'intégrité universitaire, la transparence et la déontologie. Et ici, il s'agit de toutes les contributions de l'IA, contribution directe, une assistance générale, un rôle pour certaines sections, le développement des idées, l'analyse de données ou même la création de code. Ici, ce qui est clé, c'est de s'assurer qu'il y a une surveillance par l'humain afin que la responsabilité éthique reste au cœur de ces travaux. Et cela veut dire que par conséquent, il faut bien reconnaître le rôle de l'IA et il faut avoir de l'intégrité et de la transparence dans l'écriture d'articles universitaires. Et j'aimerais répéter, cette conversation ne fait que commencer. En utilisant le potentiel de l'IA pour les REL et les PEL, nous allons pouvoir avoir une meilleure compréhension de la recherche actuelle et avoir un dialogue approfondi. Il faut réussir, je pense, à utiliser au mieux l'IA de manière responsable et créative. Cependant, il y a une question très complexe à laquelle il faudra répondre. Pour l'avenir de la création de contenu universitaire, qui va diriger, qui va suivre? Est-ce que l'IA sera simplement un outil ou est-ce que l'IA deviendra la créatrice centrale de ces ressources où les humains ne seront plus que les co-auteurs en fait des travaux de l'IA? Les choix que nous ferons aujourd'hui changeront complètement l'avenir pour ces différentes questions. Merci beaucoup. J'en arrive à la fin de ma présentation, mais bien entendu, ce n'est pas la fin de la conversation. N'hésitez pas, bien entendu, à me contacter pour me poser plus de questions. Merci beaucoup à vous, Monsieur Boscout, pour cette présentation aussi claire sur une thématique complexe. Les grandes questions que vous avez posées sont parmi celles qui ne cessent d'être débattues depuis le lancement de ChatGPT fin 2022. Comment gérer la question des droits d'auteur, comment bénéficier d'une protection des droits d'auteur quand on n'est pas un être humain. Et merci également pour cette dernière question que vous avez posée, sur laquelle nous pourrons réfléchir au fil de cette discussion et par la suite, à mesure que l'IA se développe, quel rôle sera réservé à la créativité, qui ouvrira la voie, qui leur emboîtera le pas. Merci d'avoir posé ces questions. Nous allons donc passer directement à la présentation suivante. Madame Perrine de Coetlogon, qui est donc présidente du bureau de cette université de Lille. Vous avez la parole, madame. Bonjour à tous, je suis en effet très heureuse d'être avec vous pour la semaine de l'éducation ouverte. Je suis présidente du conseil d'administration de l'association Open Education Global, qui est une association non-profit américaine qui organise depuis déjà plusieurs années cette semaine, et c'est vraiment formidable de pouvoir vous rejoindre à cette occasion sur mon autre sujet qui est la blockchain. Je travaille à l'université de Lille et j'ai animé un groupe de travail sur ce que la blockchain apportait en contexte éducatif. C'est vraiment une question majeure dont on ne se rend pas compte parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais justement à l'heure de ces contenus dont parlait Aras Boscourt auparavant, on a besoin à nouveau d'avoir des tiers de confiance et des certifications sur les contenus de qualité de l'éducation ouverte.
Je vais commencer à vous donner une bonne nouvelle, puisque cette semaine est sortie la feuille de route française concernant le numérique pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et elle prévoit des thèmes de la blockchain, donc qui m'intéressent en premier lieu, mais aussi la rédaction d'une stratégie pour l'éducation ouverte dans les 3 ans qui viennent, qui répondra à la stratégie française existante sur l'open science. Concernant les autres thèmes de la blockchain, c'est la transformation numérique du diplôme et l'identité numérique des étudiants. Alors souvent, quand on évoque la blockchain, on n'arrive pas bien à savoir de quoi il s'agit. C'est une infrastructure informatique qui est distribuée. C'était resté longtemps l'apanage un peu des pirates, mais ces 15 dernières années, avec l'apparition des crypto-monnaies, il y a eu de nombreux développements informatiques sur ces systèmes distribués qui n'avaient jamais eu lieu avant. Et c'est ce à quoi le ministère de l'Éducation nationale français m'avait demandé de travailler en 2018, travaux qui ont abouti à des idées, à aussi des questions technologiques et des choix et des livrables que je vais vous présenter maintenant. Donc l'idée, d'abord, dans la blockchain, c'est qu'on parle de registres. Et les registres, c'est un mot très embêtant, mais finalement, quand on est heureux d'avoir une identité, qu'elle soit enregistrée dans un registre de l'état civil. Quand on fait une transaction bancaire, il y a des registres dans les banques qui disent comment on a payé. Et quand on achète un bien immobilier, c'est pareil, c'est inscrit dans le cadastre, ça donne de la sécurité juridique à tout le monde. Et donc les registres sont une activité humaine très importante et un peu méconnue que la blockchain a remis à l'honneur. Et en contexte éducatif, les personnes se sont demandé ce qu'elles archivaient, ce qui étaient les registres de l'enseignement supérieur. Et il a semblé que la conservation des diplômes était intéressante. Et c'est comme ça que la blockchain a mis un coup de projecteur sur la scolarité, ces personnes qui suivent à côté des enseignants les progrès, l'inscription, les progrès, les notes des étudiants, puis enfin qui leur envoient le diplôme. Donc il y avait déjà cette idée-là que ça serait pratique pour tout le monde d'avoir des diplômes certifiés, et l'UNESCO a travaillé également sur ces questions pour pouvoir dire qu'un guichet unique, une façon de transférer, d'avoir un standard unique en fait pour envoyer les diplômes, ce serait déjà une grande avancée pour tout le monde, qu'on soit très diplômé ou au contraire qu'on soit sur la route d'une migration, ça pourrait vraiment rendre de grands services. En dehors du diplôme, il y avait la question de décentraliser l'éducation et de reconnaître aussi d'autres compétences acquises en dehors du système scolaire ou dans le système scolaire mais pas reconnues dans un diplôme, de rendre plus visibles en fait certaines compétences. Ce sont toutes les idées de la reconnaissance ouverte qui a été développée ces dernières années par de nombreux collègues que j'apprécie beaucoup, qui organise une conférence EPIC et avec qui on a pu discuter souvent de reconnaître parfois des choses très nouvelles, mais par exemple pour les étudiants en agriculture, les nouvelles compétences qu'ils acquièrent en dehors pour aller vers un monde plus durable de façon très concrète, reconnaître ces compétences et aider ainsi les agriculteurs à recruter ceux qui sont le plus impliqués dans le développement durable. Mais aussi, ça peut être des compétences tout à fait officielles, des blocs de compétences à l'université, et ça, je pense que Anthony Camilleri en touchera un mot avec Europass. Après, il fallait se poser la question des technologies, parce qu'il y a des crypto-monnaies, donc dans le monde de l'éducation, on n'est pas du tout habitué à ça, à parler de la finance. Et en plus, les premières technologies blockchain ont utilisé la preuve de travail, qui est une preuve, un mécanisme de protocole particulièrement qui gaspille beaucoup d'énergie. Et donc, il fallait trouver des alternatives. Et justement, en 2018, au niveau européen, les 27 États membres et la Commission ont souhaité créer une infrastructure blockchain gouvernementale qui pourrait servir de nouveau support à des services transfrontaliers innovants. Et le premier cas d'usage
qui a été identifié, c'est justement le diplôme ou d'autres types de compétences. Et ainsi, non seulement on fait une blockchain parfaitement sobre, sans aucun minage, ceux qui suivent, enfin, en quelque sorte, un intranet avec des nouveaux standards qui vont vers le nouveau Web 3, c'est-à-dire une nouvelle façon de certifier des éléments, alors que actuellement, dans le monde dans lequel on vit, Internet ou les formats PDF ne sont pas satisfaisants de ce point de vue-là. Donc, ces nouveaux formats s'appellent les Verifiable Credentials et les Decentralized Identifiers. Et c'est de ça dont on va parler ensuite en termes de format informatique pour l'avenir. Donc, vous voyez, juste pour vous parler rapidement de nos travaux, on a un livre blanc qui vous permettra de comprendre comment on a réalisé cette transformation numérique du diplôme. Et pour aller très vite, on en a déjà émis 60 000. On appelle ça les attestations numériques de réussite au diplôme et elles ont été employées massivement. Comme vous voyez ici, j'ai fait la capture avant cette réunion. Il y a eu plus de 131 000 visites depuis plus de 150 pays dans le monde. Les étudiants s'en servent et s'en servent massivement et ça leur rend service. Voilà, donc vous voyez, quand on parle de diplôme, on se dit que c'est très spécifique, mais finalement, déjà, c'est utile. On a réinventé le diplôme au XXIe siècle, comme le voulait le Digital Credential Consortium du MIT Media Lab, mais en donnant la parole aux personnes des équipes, eh ben, on l'a traduit en anglais, on l'a rendu beau, on l'a rendu facile, cliquable, mais aussi avec un tampon donné par la blockchain qui permet de rassurer les personnes sur son authenticité. On parle aussi d'identité puisque en fait, le Verifiable Credentials qui sera utilisé par la suite, là on est dans un entre-deux, permettra à terme aussi de nous identifier ou de donner une information sur nous sans dire spécialement qui nous sommes, mais la personne en face de nous saura comprendre que nous sommes bien, par exemple, citoyens de l'Union européenne et donc qu'on aura droit à telle ou telle prestation de sécurité sociale. Voilà, ça c'est l'infrastructure européenne de services blockchain. L'Université de Lille est partenaire du projet Vector. Je vous signale juste que donc ça appelle toutes les thématiques, quand j'ai parlé de reconnaissance ouverte, des open badges, qu'en France, il y a eu aussi des initiatives qui vont vers cette idée générale de la blockchain qu'à tout moment de la vie, on retrouve facilement ces acquis d'apprentissage, learning outcomes, ça veut dire un diplôme, une compétence, un certificat d'employeur, et qu'on construise sa vie à partir de ça, et que même par la suite de l'intelligence artificielle puisse venir nous faire un peu une aide à trouver de l'emploi ou à se réorienter dans nos carrières professionnelles. Et donc, ça à tel point que l'Open Badge a été reconnu maintenant officiellement pour passer la voie à un CV certifié. Voilà, un des projets qu'on a mené dans le cadre des recherches sur la blockchain est lié au Open Badge. Il n'y a pas de blockchain derrière les Open Badge, mais on est bien dans un format V3 sur le fameux Verifiable Credentials dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans une seule enveloppe informatique, il y aura des informations parfois de diplôme et parfois de compétences. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour cette intervention. Donc après ce rapide aperçu de la blockchain dont nous parlons depuis plusieurs années maintenant, qui s'avère utile donc pour le suivi des diplômes et des titres, nous allons passer à notre troisième présentation, celle de M. Alexander Mikroyanidis, qui est donc Senior Research Fellow au Knowledge Media Institute de l'Université ouverte au Royaume-Uni. Monsieur Mikroyanidis va nous parler des défis et des opportunités liées à la blockchain et à l'IA dans le domaine de l'éducation ouverte et de l'apprentissage tout au long de la vie. Vous avez la parole, monsieur Mikroyanidis. Merci beaucoup et merci de l'invitation à m'exprimer aujourd'hui. J'écoute avec beaucoup d'intention donc les présentations
J'ai écouté les orateurs précédents et je crois que ce que je vais vous dire permettra donc de développer plus avant ce que nous venons d'entendre autour de l'IA et de la chaîne de blocs, de la blockchain. Je vais parler des diverses initiatives et projets de recherche que nous avons lancés dans l'université ouverte. Je vais parler spécifiquement des défis et des opportunités qui se présentent lorsque l'on utilise les technologies d'IA et de la blockchain pour l'éducation ouverte et l'apprentissage tout au long de la vie. Donc quelques mots tout d'abord concernant l'Open University, l'université ouverte. Nous sommes ouverts à toutes les personnes, les lieux, les idées. C'est notre slogan. Nous sommes une des plus grandes universités européennes avec plus de 2 millions d'étudiants actuellement qui donc ont suivi des cours dans notre institution. Nous avons plus de 200 000 étudiants actuellement. L'université a été donc créée en 1969. 60% de nos étudiants travaillent déjà. Ils cherchent à renforcer leurs compétences, à acquérir de nouvelles compétences pour soit développer leur carrière, voire changer de carrière. Nous permettons également à des personnes qui viennent de lieux défavorisés d'avoir une deuxième chance. Il faut noter qu'un quart de nos étudiants de licence au Royaume-Uni vivent dans les zones les plus défavorisées du pays. Nous sommes aussi convaincus qu'il faut développer l'éducation ouverte à grande échelle. Nous le faisons grâce à notre plateforme OpenLearn. Il s'agit d'un grand répertoire de ressources éducatives libres en ligne qui a été créé par l'Open University, l'université ouverte. On y trouve des milliers de ressources éducatives gratuites, ressources qui ont été adaptées donc en ressources éducatives libres à partir du matériel pédagogique qui avait été créé pour les étudiants qui payent pour suivre des cours dans notre université. Donc nous adaptons ces contenus, nous les mettons à disposition de manière gratuite sur la plateforme OpenLearn. Cela permet de donner un accès à grande échelle au REL. Nous avons eu plus de 100 000 visiteurs depuis la création de cette plateforme en 2006. Alors, j'aimerais maintenant vous parler des travaux que nous avons menés sur la technologie de la blockchain et son utilisation pour l'apprentissage tout au long de la vie. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'il y a un certain nombre de défis pour les apprenants lors de leur formation tout au long de la vie. Et nous avons donc organisé un certain nombre d'ateliers de consultation afin de voir quels étaient les défis, donc dans le cadre de conférences sur l'éducation ouverte. Lors de ces sessions, certains défis ont été mis en lumière pour l'apprentissage tout au long de la vie. Tout d'abord, il y a la validation des qualifications à la fois formelles et informelles. Il y a le besoin de soutien pour ces apprenants, donc grâce à des parcours d'apprentissage et des recommandations personnalisées. Il y a la question des micro-certifications qui sont devenues particulièrement importantes pour répondre aux besoins de ces apprenants afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences et développer de nouvelles compétences. Cependant, ces micro-certifications ne sont pas toujours très utilisables et c'est un vrai défi pour l'apprentissage tout au long de la vie. Les apprenants ne peuvent pas en fait utiliser ces micro-certifications pour les combiner et arriver à avoir un diplôme plus large. Il y a également les questions d'orientation professionnelle qui se posent. Il peut être difficile de savoir exactement quel est l'état du marché, quelles sont les opportunités qui peuvent se présenter pour ces apprenants. Sans avoir une bonne orientation professionnelle, il est dur de savoir où se situer sur le marché. Et enfin, il y a les questions, bien entendu, de propriété des données et de protection de la vie privée, qui sont des aspects absolument essentiels lorsqu'on analyse ces technologies. C'est ce qui est ressorti en tous les cas des consultations. Il est important que les apprenants puissent détenir et contrôler leur identité numérique, leurs qualifications, leurs actifs d'apprentissage. Et il est important qu'ils puissent contrôler en fait qui a accès à ces données. Cela pourrait être de futurs employeurs ou encore des institutions d'éducation supérieure. Donc la question est de savoir dans quel cadre ces tiers peuvent avoir accès aux informations et pendant combien de temps. Donc nous avons essayé de réagir à un certain nombre de ces défis
par le biais du projet intitulé QualiChain, qui fait partie du financement européen Horizon 2030. Nous avons lancé un pilote pour l'apprentissage tout au long de la vie au sein de l'université et aussi en dehors. Nous avons regardé comment il est possible d'utiliser la blockchain pour donner accès à des certifications transparentes et infalsifiables. Nous avons également vu comment il peut y avoir des contenus personnalisés pour ces apprenants afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Le principal scénario que nous avons analysé est celui d'un apprenant en apprentissage tout au long de la vie qui suit un certain nombre de cours mis à disposition par plusieurs instituts d'enseignement supérieur et les qualifications, les certifications sont stockées sous forme de badges dans leur portefeuille personnel sur la blockchain, ce qui fait que ces certifications sont vérifiables de manière instantanée, elles sont infalsifiables. Grâce à ces badges, les apprenants peuvent recevoir des recommandations sur les emplois potentiels qui pourraient les intéresser. S'il y a des emplois intéressants qui demandent des compétences que l'apprenant n'a pas encore eues, eh bien le programme peut conseiller à l'apprenant justement d'acquérir ces compétences également. Nous avons également essayé de voir comment on peut utiliser l'IA pour le développement de ressources éducatives libres. L'objectif est de personnaliser et d'améliorer la qualité des REL. L'objectif principal de ce projet est le suivant: créer des matériels pédagogiques de très haute qualité et de manière efficace. Nous essayons de voir comment on peut personnaliser ces ressources afin de s'adapter aux besoins de chaque apprenant. Nous avons essayé également de voir comment on peut adapter de manière efficace des matériels pédagogiques existants pour les transformer en ressources éducatives libres. Donc nous avons eu des ateliers avec de nombreux universitaires au sein de l'université. Nous avons parlé donc avec des universitaires qui créent ces ressources pédagogiques et nous leur avons demandé de nous partager des cas d'usage. Alors par exemple, il y a un générateur de texte rapide, par exemple, qui peut permettre de faire des résumés ou des introductions pour un module en se fondant sur le contenu de ce module. Il y a aussi la réécriture de matériel pédagogique dans différents styles afin d'adapter donc le contenu des modules aux besoins et aux capacités des étudiants. Il y a aussi les parcours d'apprentissage personnalisés. Ici, l'IA devient tutrice pour personnaliser l'expérience d'apprentissage. Les autres propositions sont une aide en temps réel pour les étudiants grâce à un assistant virtuel, l'accessibilité au contenu, ainsi que la création d'activités, donc de quiz ou encore d'activités interactives. Alors, je vais vous montrer deux vidéos rapides montrant les outils que nous avons développés pour mettre en place certaines de ces idées. Ici, vous avez donc un outil pour un éducateur qui crée du matériel pédagogique. Ici, c'est un outil qui permet de créer un résumé automatique pour un module qui a été créé. Donc ici, vous avez le résumé créé par l'outil. L'éducateur peut continuer à utiliser l'outil. Ici, par exemple, on demande à l'outil d'ajouter des objectifs d'apprentissage puisqu'il ne se trouvait pas dans le résumé. Et donc l'utilisateur de l'outil demande à ce que les objectifs soient rajoutés dans le résumé. Deuxième exemple, ici il s'agit d'un outil pour les étudiants. L'étudiant interagit avec l'IA tutrice, peut poser donc des questions sur un certain nombre de sujets étudiés à l'université et les étudiants peuvent choisir un avatar spécifique pour avoir une conversation un peu plus vivante avec l'IA. Donc ici, vous avez l'avatar. Nous allons donc développer et lancer cet assistant IA à grande échelle. Au-delà de notre université, nous avons créé un partenariat avec l'Institut pour les données ouvertes dans le cadre d'un projet qui s'intitule Sage RAI, c'est-à-dire il s'agit de l'évaluation intelligente et de l'éducation
grâce à une IA responsable. L'objectif ici est d'utiliser ces différents outils pour avoir une évaluation formelle des bienfaits de l'éducation et d'avoir également une analyse des processus et des cadres qui sont utilisés pour la création de ressources grâce à l'IA. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez trouver plus de détails sur nos travaux sur notre site internet genai.kmi.open.ac.uk. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mikroyanidis. Merci pour cette présentation des travaux de l'Open University. Je vois qu'il y a beaucoup de choses en cours. Merci d'avoir partagé ces informations avec nous. Notre dernière intervenant pour la journée est Anthony Camilleri, qui s'occupe de l'innovation pour la connaissance à Malte. Il va nous parler donc des technologies blockchain, de leurs conséquences sur les REL et de l'avenir de l'éducation ouverte à l'ère du numérique. Anthony, vous avez la parole. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais avoir un point de vue un peu plus sceptique que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Nous avons beaucoup déjà parlé de la blockchain, mais il faut tout de même noter qu'il y a eu beaucoup de critiques de ces technologies récemment. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais parler en fait de ce qu'est un ensemble, un réseau de REL et du rôle de la blockchain dans le cadre d'un tel réseau. Donc tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est la communauté REL et quelles technologies par conséquent sont utiles pour arriver à atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Et je pense qu'il y a 4 points ici qui sont particulièrement importants pour la communauté des REL. Tout d'abord, il est très important de pouvoir identifier les ressources éducatives libres qui viennent d'être publiées. Il faut arriver à savoir qui sont les auteurs de ces ressources. Il faut réussir à clarifier les conditions en termes de licences qui sont utilisées pour la publication des REL afin de pouvoir appliquer ces licences. Et il faut arriver à savoir quand un REL une REL est citée ou réutilisée. Donc il s'agit peut-être de l'élément le plus important des REL, la réutilisation. Depuis 2018, de nombreuses idées ont été discutées pour savoir si la blockchain peut être la solution afin de soutenir les REL. Un certain nombre d'études ont été faites à ce propos, certaines par moi-même. Et la plupart des études montrent qu'il y a beaucoup de potentiel d'utilisation de la blockchain pour répondre à ces questions. La blockchain correspond bien aux principes de la communauté des REL, mais il faut voir que la blockchain a été lancée donc en 2018, cela fait maintenant de nombreuses années, et nous n'avons pas encore vraiment vu les grandes avancées auxquelles nous attendions avec l'utilisation de la blockchain, et il y a de nombreuses raisons à cela. Donc, parmi les différentes raisons à cela, la plus importante est sans doute le fait qu'il est très difficile de faire fonctionner des infrastructures décentralisées et que les capacités en termes de technologie de l'information échappent à la plupart des organisations en la matière. Deuxièmement, il y a toutes ces critiques autour de l'efficacité énergétique, de la capacité à monter en échelle également, de la blockchain qui reste à résoudre. On peut également citer les développements très conséquents en termes de code qui restent pour autant très souvent assez expérimental par opposition à d'autres technologies qui ont fait leurs preuves au fil des décennies, à quoi s'ajoute un autre problème, même s'il y a un potentiel considérable lié à la blockchain, les développeurs ont tendance à passer à autre chose, et notamment à l'IA qui attire beaucoup d'attention en ce moment. Sans parler du fait que la blockchain a donné naissance à beaucoup de phénomènes de fraude, à des activités malveillantes, et enfin le fait que si on essaye donc de mettre en place un modèle économique axé sur des applications décentralisées, en réalité cela rend difficile l'obtention d'une rentabilité, de sorte que beaucoup d'entreprises qui s'étaient lancées dans ce domaine ne sont pas retombées sur leurs pieds.
Ce que je voudrais souligner, donc, ce n'est pas de dire que la blockchain, c'est fini ou que nous avons déjà dépassé cette technologie, mais simplement qu'elle s'est avérée beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre que nous ne le pensions il y a encore quelques années. Quant à savoir si cela reste une technologie d'avenir, à vrai dire, la question reste posée. Il nous faudra encore davantage de ressources, davantage de recherche et d'expérience pour savoir ce qu'il en est. Alors, ayant posé ces éléments, nous avons mieux compris ce qui avait suscité un tel niveau d'enthousiasme et d'intérêt vis-à-vis de la blockchain, et tous ces éléments restent d'actualité. La blockchain nous a également enseigné notamment l'importance d'un réseau interconnecté sémantique. Deuxièmement, la capacité à travailler avec des acteurs identifiés de confiance dans le cadre d'infrastructures de confiance. Là aussi, c'est quelque chose que la blockchain a véritablement mis en valeur. Et puis, évidemment, l'importance du cryptage et des technologies cryptographiques pour nos activités sur Internet. Et là aussi, c'est quelque chose de très étroitement lié à la blockchain. Ce sont là autant d'éléments qui sont repris dans différentes technologies, dont la blockchain, et qui en réalité vont constituer les fondements même de la nouvelle version d'Internet. Faut-il faire quelque chose avec la blockchain? Pour moi, la question est mal posée. En réalité, il faut plutôt s'interroger sur les besoins, sur ce qui est nécessaire et voir ensuite quelles sont les technologies les plus adaptées. Il se pourrait bien que la blockchain apporte une partie des réponses, mais il se pourrait tout aussi bien que d'autres technologies apportent des réponses plus adaptées. Si on regarde concrètement les cas d'usage auxquels nous réfléchissons pour les REL, les ressources éducatives libres, donc, il y a des éléments qui ont déjà été évoqués par d'autres orateurs en termes de cas d'usage. Vous avez tout d'abord donc les éléments d'authentification de votre identité. Pouvoir prouver donc que vous êtes bel et bien l'auteur, par exemple, d'un document. Là, il y a une vérifiabilité qui est très importante et qui est bien au rendez-vous. Deuxième élément, la signature électronique de documents avec donc une sécurisation cryptographique après signature. On peut aussi faire d'autres choses avec la blockchain et bien sûr d'autres technologies peuvent également apporter des réponses. Mais si vous regroupez ces deux approches, en fait, vous avez les éléments de l'ADN d'un système fondé sur les REL, sur les ressources éducatives libres. Et si je souhaite m'assurer de savoir qui est l'auteur de telle ou telle ressource, de quelles sont les conditions d'octroi de licence, il faut pour cela pouvoir avoir accès à un ensemble d'éléments informatiques permettant de vérifier donc la signature, de regrouper cette création elle-même, ce support qui a été créé, auquel s'ajouteraient donc des éléments d'identification authentifiés et un ensemble de conditions liées à la licence ouverte et des éléments temporels. Si on regroupe ces éléments dans une sorte d'enveloppe qui est électroniquement signée, eh bien, il y a à partir de là une sorte de marquage temporel, de redatage, si vous voulez, qui est associé à cet ensemble d'éléments et qui empêche toute modification, toute tentative de falsification. Il semble que l'orateur perde en partie sa connexion. Son image s'est figée quelques instants. En réalité, nous avons ainsi la capacité à répondre donc à ce besoin de savoir qui est le créateur d'un contenu, quand il a été créé, quelles sont les conditions de licence. Par contre, on ne peut pas assurer un suivi de l'utilisation, de la réutilisation de ces credentials, donc de ces éléments d'authentification de l'identité, en l'occurrence.
Alors, nous avons également entendu parler de l'IA qui recèle, elle aussi, un potentiel considérable pour nous permettre de suivre à la trace les usages qui sont faits des REL. Et je pense notamment à deux choses. Lorsque nous créons un document en tant qu'auteur, l'IA peut nous proposer des éléments qui pourraient donc faire partie de cette création, également des citations. Les citations sont souvent très lourdes à intégrer un document, ce qui peut être décourageant, mais grâce à l'IA, cette tâche s'avère beaucoup moins ardue et on peut faire figurer facilement les références précises d'une citation. Autre élément assez encourageant, le suivi du nombre de réutilisations. Si vous rédigez un article scientifique, vous êtes obligé de citer à chaque phrase quasiment un auteur et en fait il y a différentes raisons qui peuvent amener à faire figurer ces références, mais la réutilisation, ce n'est pas quelque chose qui est capté par les systèmes existants destinés à la gestion des citations. Par contre, si on faisait appel à l'IA, celle-ci pourrait, en tout cas dans une certaine mesure, mesurer le volume de réutilisation, mais également les effets, donc l'importance concrète de ces réutilisations. Mais pour cela, il faut que les éléments fondamentaux soient au rendez-vous, à savoir la capacité à avoir confiance dans cette source et la licence. Si on essaye de résumer un petit peu tout cela et de formuler des recommandations pour avoir une infrastructure technologique robuste permettant donc le développement des REL, je dirais qu'il y a quatre éléments. Les crypto-technologies pourraient jouer potentiellement un rôle important dans le déploiement des REL. Et là aussi, l'orateur semble perdre sa connexion. Des éléments qui ont une grande valeur, mais il ne faudrait pas pour autant en faire un totem ou un fétiche. Deuxième élément, la signature des créations, c'est quelque chose d'essentiel à la traçabilité des REL. J'irais même jusqu'à dire que ça devrait être une règle, tout simplement, des politiques des REL. Toute ressource éducative non signée ne peut être considérée comme une ressource éducative, car en l'absence de signature, on ne sait pas d'où elle vient, et il faut absolument pouvoir faire confiance à la source d'une ressource. Troisièmement, nous commençons à voir ce à quoi pourraient ressembler les futurs systèmes de gestion des citations, des références. Il y a là un domaine qui nécessitera des recherches plus poussées, davantage de projets qui méritent des investissements pour que ces efforts puissent porter leurs fruits pour le mouvement dans son ensemble. Dernier point, pour que cela se concrétise, il faudra que toute la communauté des REL s'y mette et s'engage dans ce domaine. Il ne suffira pas qu'un ou deux acteurs, une ou deux universités se lancent. Il faudra des créateurs de REL, il faudra des collections de REL, des décideurs, des personnes qui élaborent les politiques, les règles et qui se mettent d'accord de façon collective pour pouvoir avancer autour de ces éléments. Je crois avoir épuisé mon temps de parole. Il me reste à vous remercier de votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup à vous, Anthony. Nous sommes presque à la fin de notre webinaire, mais nous avons le temps pour une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation de Perrine de Couette-Logon, qui va être obligé de nous quitter à 17 heures précises? Si ce n'est pas le cas, plus largement, y a-t-il des questions, quelles qu'elles soient? J'en profite juste de mon départ pour dire que je suis la fondatrice avec de nombreux collègues de Open Education Global francophone et qu'il y a beaucoup d'événements organisés. Là, je vais rejoindre Massata Ndiaye, qui travaille à l'Université virtuelle du Sénégal. Puis j'approfondirai les questions en français avec un des grands animateurs des Open Badge à 18 heures. Et donc, ça permettra d'aller beaucoup plus loin dans la discussion. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une
une bonne fin de journée. Merci encore pour votre accueil, Zeynep et toute l'équipe. Merci à vous, Perrine. Nous avons donc une question dans la fonction questions et réponses de Neguib McCarthy. Il est intéressant que vous parliez de cette capacité grâce à l'IA, donc à suivre les réutilisations, alors même que on nous dit que les acteurs ne sont pas en mesure d'assurer ce suivi. Anthony, cela semble vous faire rire. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Votre micro est coupé. C'est une question particulièrement complexe, mais il y a une chose qui mérite d'être soulignée, à savoir qu'il y a toutes sortes de formes différentes d'IA, et si on considère l'IA comme un bloc, un seul outil, cela ne rend pas compte de cette complexité. Alors on parle d'IA générative de ces derniers temps, et bien sûr on sait que cela permet de générer, de créer des contenus. Pour une IA générative, il est effectivement un peu complexe de citer de façon précise ses sources. Et ces formes d'IA-là partent plutôt de schémas pour la création de contenu. Par contre, il y a beaucoup d'autres types d'IA qui peuvent être spécialisés dans la récupération d'informations, dans les processus linguistiques naturels. Donc, si on choisit le bon outil et donc une forme d'IA, par exemple, spécialisée dans la récupération d'informations, là, il y a un potentiel considérable. Je voulais également souligner que on a déjà des projets préliminaires. Par exemple, si vous allez sur Bing, ils peuvent donc vous donner des sources, même si elles paraissent un peu évidentes pour le moment. C'est déjà un progrès, mais il faut sans doute éviter donc de se borner à prendre en compte les capacités de l'IA générative. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, Monsieur Mikroyanidis? Oui, je disais que je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de différentes familles de technologies, de l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est l'IA générative dont on parle le plus en ce moment à cause de son potentiel. Et je voulais souligner que nous réfléchissons à la mise en œuvre de cette IA générative pour mieux appuyer les travaux d'examen de la littérature, de revue de la littérature, en essayant d'affiner ce type de travail avec des anthologies, des graphiques de connaissances pour donner un peu plus de structure à ces efforts, éliminer notamment donc les hallucinations. Merci beaucoup. Nous avons deux questions complémentaires. La blockchain permet la décentralisation et la transférabilité, alors que les diplômes sont généralement remis par des autorités centralisées de confiance, et donc il pourrait être difficile de faire ce transfert. Est-ce que vous avez des commentaires dans ce contexte? Anthony? Alors, je me demandais si Perrine n'allait pas essayer de répondre. Je vais m'en occuper. Je pense qu'il faut penser à deux points ici. Il y a la question de là où se trouve votre diplôme et la question de qui détient ce diplôme. Est-ce que c'est l'université qui détient le diplôme ou est-ce que c'est vous? De mon point de vue, c'est à vous de détenir le diplôme. C'est dans votre portefeuille. Vous en êtes le propriétaire ou la propriétaire. Et ici, on peut intégrer un diplôme que vous détenez dans une blockchain et le rendre vérifiable. Mais ensuite, il y a une deuxième question. Est-ce que l'on peut faire confiance à l'université qui vous a remis ce diplôme? Est-ce qu'il s'agit d'une vraie université? Et pour cela, il faudra toujours avoir un registre central de confiance. Donc même quand on parle d'une décentralisation presque complète, c'est toujours presque. Il ne pourra jamais y avoir un système complètement décentralisé. L'idée de fond ici, c'est que vos données vous appartiennent, mais il faut que ces registres de confiance centralisés soient dans les mains des gouvernements. Ici, il faut vraiment faire la distinction entre ces différents types de données. Dernière question, et nous devrons mettre fin à notre session pour rebondir sur votre réponse. Les IA génératives ont tendance à créer de fausses références, donc quelle serait la solution? Est-ce qu'il faudrait une base de données générale des REL afin de pouvoir s'assurer de la fiabilité de ces références? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre?
Anthony, alors je vais essayer de répondre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément besoin d'un répertoire, mais je pense qu'il est important que les REL soient signés. C'est pour ça que je soutiens ça. Cela permet de s'assurer que les REL sont les bonnes. Pour ce qui est des registres, tout le monde peut indexer des REL. Cela peut être Google, une bibliothèque, cela peut être un professeur qui crée une petite bibliothèque de 50 REL. Tant que l'on peut faire confiance au fait que la REL est de confiance et réelle, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Donc c'est le modèle qui, pour moi, nous permettra d'avancer. Il faut pouvoir faire confiance à la ressource originale et ensuite cette ressource peut être intégrée dans différents répertoires. Il suffit d'avoir une IA qui permet de contrôler l'origine, mais il n'y a pas besoin d'avoir un seul répertoire. Il y aura de nombreux répertoires qui se concentreront sur des domaines spécifiques et on saura que l'on peut leur faire confiance puisque l'on peut faire confiance aux sources qui sont signées. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais dire en fait c'est ici que la blockchain est particulièrement intéressante. C'est un scénario vraiment intéressant ici, puisque on peut avoir une solution décentralisée qui permet de vérifier l'origine et la réutilisation de ressources éducatives libres. Alors, il y a une dernière question, mais malheureusement, nous devons clore cette session et je ne suis même pas sûr qu'il y ait une réponse à cette question. Je détiens un diplôme, mais je ne peux pas le revendre. Bon, quoique je pense que l'on revend les diplômes d'une certaine manière quand on a un emploi grâce à celui-ci. Si je perds ce diplôme, je peux l'avoir de nouveau par le biais de mon université. On a tendance à dire que l'éducation, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous voler. Mais si l'on vous volait votre portefeuille de diplôme, est-ce que ce diplôme ne serait pas perdu? J'aimerais mentionner un sujet qui n'était pas mentionné ici. Il y a le rôle de ces systèmes pour les réfugiés. Si une université est détruite, il sera impossible de demander des diplômes qui ont été donnés par cette université. Donc ici, ces systèmes peuvent nous apporter des solutions. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? J'aimerais juste réagir en disant, je ne sais pas si le système fonctionne bien dans toutes les universités aujourd'hui, donc il pourrait y avoir des problèmes. Oui, j'aimerais réagir. Si vous gardez votre diplôme dans un tiroir ou dans un portefeuille numérique, eh bien vous pouvez perdre le diplôme, et si vous le perdez, vous pouvez toujours demander à l'université de l'éditer à nouveau si l'université existe toujours, et cela m'amène à la question des réfugiés. Mais ici, il faut noter un point. Nous n'accordons pas beaucoup de confiance aux documents papier quand on cherche à rentrer dans la fonction publique ou si l'on souhaite travailler dans une organisation internationale. Eh bien, généralement, ce que l'on vous demande, c'est de demander à votre université de faire parvenir donc un diplôme qui est de nouveau édité, de le faire traduire de manière assermentée. Donc, en fait, le diplôme qu'on vous a remis à la fin de votre cursus n'a pas vraiment de valeur. Alors que si on a un diplôme sur un portefeuille numérique, eh bien ici, on peut prouver que le diplôme est réel sans avoir besoin de revenir dans l'université. Donc si on ne perd pas ce portefeuille, même si l'université ferme, eh bien on pourra prouver qu'il s'agit d'un diplôme original qui a été délivré à cette époque par l'université. Est-ce que cela résout tous les problèmes? Non, bien entendu. Mais je pense que l'on peut dire qu'il s'agit d'un outil qui est plus sûr que les diplômes en papier et je pense que cela résout un certain nombre de problèmes. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, il restera toujours des problèmes puisqu'il y a d'une part l'IA, mais ensuite il y a la question des interactions entre les humains et les IA. Et ici, il y a beaucoup de problèmes qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. J'aimerais maintenant remercier tous les intervenants. Merci beaucoup pour vos contributions. Ce webinaire a été extrêmement intéressant, très efficient. Nous étions tout à fait à l'heure jusqu'à ce que je prenne des questions complémentaires. Donc maintenant, nous avons un petit retard de 8 minutes, mais merci beaucoup d'être restés avec nous. Merci pour vos contributions qui sont très importantes. Ce webinaire sera disponible en ligne et nous serons heureux de vous accueillir lors de notre prochain webinaire. Merci à tous nos intervenants, merci aux participants qui nous ont rejoints aujourd'hui, merci pour vos questions, merci pour ce dialogue et je vous souhaite de nouveau une très bonne semaine de l'éducation ouverte. Merci et au revoir.